Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre présence à ce panel. Nous continuons donc cette première journée du Forum Africa qui est extrêmement intéressante, vraiment. J'espère que vous passez un excellent moment en notre compagnie aujourd'hui. Nous allons continuer donc avec ce panel très intéressant, renforcer la compétitivité des entreprises africaines. C'est un plaisir pour moi de présenter le modérateur de ce panel, M. Komlan Missi. Il est le président du conseil d'administration du REPAF, le réseau des entrepreneurs et professionnels africains, qui est extrêmement actif ici à Montréal et au Canada. Et il est également le propriétaire de l'entreprise Frunil. Il m'a lui-même dit le slogan de la compagnie qui est excellent, j'ai envie de dire, des jus exotiques qui donnent du piquant. Et comme ces jus exotiques, je vous promets que M. Messi va savoir donner du piquant à ce panel également. Donc, je vous invite à l'accueillir sous vos applaudissements. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous avez besoin de gingembre ou pas? Ou quoi? Vous avez besoin de gingembre? Ok, on se parlera après. Ok, bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à Khadi pour l'introduction. Pour commencer, il y a quelque chose qu'on dit dans le monde hautement technologique dans lequel nous sommes, de ne pas mettre nos téléphones sous vibreur ou vibrateur ou peu importe, mais de le mettre à off ou bien à mute. Si vous le permettez, juste pour que nous tous ici, on puisse avoir l'opportunité de bien profiter de ce qu'on est en train de faire, de ce pourquoi on est là. Donc, mettons nos cellulaires sur silence, comme on le dit en français. Alors, aujourd'hui, on va parler de renforcer la compétitivité des entreprises africaines. Compétitivité, il y a plusieurs définitions à cela, mais un terme clair, c'est que la compétitivité amène des entreprises ou bien des entités à se démarquer, à se différencier dans un monde hautement concurrentiel où chacun veut vendre ses services ou ses produits. Et on parle ici d'entreprises africaines. Généralement, quand on veut parler d'Afrique, on parle souvent du gouvernement qui est le plus gros employeur en général. Mais aujourd'hui, on parle d'entreprises parce que le secteur privé est un secteur dynamique, qui est un secteur porteur aussi, qui fait en sorte que les pays sont compétitifs ou pas. Alors, les entreprises, ça peut être dans tous les domaines d'activité. Et quand on veut parler aujourd'hui, nous voulons parler aujourd'hui de compétitivité des entreprises africaines, comment les renforcer. Il y a plusieurs axes à cela, que ce soit au niveau des infrastructures, de l'environnement économique dans chaque pays, que ce soit au niveau du contrôle de la monnaie, de la différenciation ou bien la facilité que les gens ont de créer des entreprises, ou bien la rapidité que cela prend pour créer des entreprises et tout. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que les économies sont compétitives ou pas. Donc, il y a des facteurs intrinsèques à l'entreprise, il y a des facteurs exogènes aussi aux entreprises. Alors, on va parler de tout ça aujourd'hui et nous avons l'honneur et vraiment le privilège d'avoir vraiment des experts dans leur domaine, des gens qui sont connus et reconnus pour ce qu'ils font. Je vais vous présenter les panélistes, les présentations que nous avons aujourd'hui. La première personne, c'est M. Didier Akwete. Qui est-ce qui connaît M. Didier Akwete? Levez la main. OK, c'est très bien. Voilà, moi aussi je le connais. OK, je ne vais pas lire tout ce qu'il y a ici, mais sachez que Didier Akwete, c'est le président fondateur d'une compagnie qui s'appelle Afrique Search. Afrique Search, c'est une multinationale qui a des bureaux aussi bien en France, à Dakar, à Abidjan, Lomé, Cotonou, Washington, Nairobi, Afrique du Sud et peut-être bientôt à Montréal, on ne sait pas. Alors, ils font du recrutement et aussi du conseil stratégique en ressources humaines au niveau international et donc ils ont des mandats un peu partout dans le monde. Donc, M. Didier Akwete, il sait de quoi il parle. Il intervient souvent au niveau des PME, au niveau des grandes entreprises, donc des entreprises, que ce soit au niveau des États aussi, pour les conseiller au niveau stratégique et au niveau des ressources humaines. Donc, M. Didier Akwete est avec nous aujourd'hui.
Nous avons aussi M. Derek Copé, qui est le vice-président exécutif du développement d'affaires international de DataWind Limited. Et il s'occupe surtout de l'expansion internationale de l'entreprise. C'est quelqu'un qui a déjà travaillé dans plusieurs entreprises. Il a dirigé des entreprises comme Triple Decker, une firme de représentation de vente manufacturière. Et il a également travaillé au département de vente de périphériques de jeux vidéo pour Guillemot. Donc, il a une feuille de route extrêmement dense, extrêmement riche. Et je passe à Madame Nathalie. Monsieur Derek, il est juste ici. Monsieur Derek, voilà. Je passe à Madame Nathalie Chinge. C'est bien ça? Est-ce que je le prononce bien? C'est Dr. Nathalie Chinge. Voilà, Dr. Nathalie Chinge. C'est bien ça? Oui. Voilà. Et, elle est directrice fondatrice de l'agence Upbeat Marketing, située en Afrique du Sud. Et elle possède également une expérience de plus de 16 ans dans le développement social, la gestion, le marketing. Comme j'ai dit, je ne vais pas lire tous les profils. Ils ont l'occasion de parler de ce qu'ils font également. Donc, on va rapidement entrer bientôt dans le vif du sujet. Dr. Nathalie Chinge est avec nous. Je vais passer aussi à M. Pierre Ndiaye. Il est ingénieur, statisticien, économiste. Il est le directeur général de la planification et des politiques économiques au ministère de l'économie, des finances et du plan. Il a eu à diriger la direction de la prévision et des études économiques du même département. Auparavant, M. Ndiaye a été chef du service des études de la statistique de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la BCAO, puis responsable du service du crédit de la même institution bancaire. Donc, comme vous le voyez, nous avons une richesse devant nous aujourd'hui et nous allons essayer de vraiment faire le tour de la question, faire en sorte qu'on puisse sortir d'ici avec quelques pistes de réflexion, non seulement des pistes de réflexion, surtout des pistes d'action. Parce que chacun de nous ici sommes acteurs de développement, acteurs de création de valeur, acteurs de création de richesse. Donc, sans plus tarder, on va commencer à poser des questions ou bien à laisser la parole. Je vais commencer par M. Pierre Ndiaye, qui a une exposition, il m'avait dit quelques minutes, mais on va dire quelques fractions de minutes. Alors, donc, il va nous condenser ça rapidement. La parole est à vous, M. Ndiaye. Alors, ma présentation. Oui. Voilà. Merci. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour l'opportunité qu'ils nous offrent de parler aujourd'hui d'une thématique très intéressante pour l'Afrique en général, mais pour le Sénégal en particulier. Là, je pense que je suis avec des copanélistes qui sont beaucoup plus du monde de l'entreprise. Donc, moi, je viendrai avec la perspective plus ou moins de l'État. Alors, pour parler de compétitivité, je pense qu'il est important de rappeler les bonnes performances macroéconomiques que l'Afrique a connues au cours des 15 dernières années, une très grande stabilité et une gouvernance plus saine dans le continent, des réformes importantes qui ont été mises en œuvre pour améliorer le cadre des affaires. Et aujourd'hui, effectivement, tout le monde parle de l'Afrique. Il y a de belles perspectives de croissance dans le secteur des services, dans d'autres secteurs, en tout cas pour donc l'avenir. Mais les pays africains sont aujourd'hui encore parmi les moins compétitifs au monde. Et cela découle quelque part, en tout cas, de la faiblesse des niveaux de productivité. En Afrique, on a une économie en général essentiellement rurale. On en a parlé tout à l'heure dans le premier panel, avec la présence d'un vaste secteur informel. Et ces deux modèles sont caractérisés essentiellement par la faiblesse des niveaux de productivité dans l'agriculture comme dans le secteur informel. Je rappelle que pour le cas du Sénégal, la productivité dans le secteur informel est environ le 5e de la productivité dans les autres secteurs. Donc vous voyez bien combien c'est... Dans le secteur agricole, excusez-moi. Donc vous voyez bien combien la productivité est faible. On a un secteur informel également caractérisé par une faiblesse de la productivité,
Mais ce secteur informel, dans des pays comme le Sénégal, représente 50% du PIB et procure pratiquement 90% des emplois. Donc, c'est des secteurs extrêmement importants. Et si vous avez une faiblesse de la productivité, cela pose un problème en termes de croissance. Ces pays africains sont également caractérisés par une croissance portée en général par l'exploitation des ressources naturelles, et cela pose le problème de l'inclusivité de la croissance. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de transformation structurelle de nos économies vers une croissance inclusive, et le fait d'aller exclusivement vers des ressources naturelles ne permet pas, s'il n'y a pas une transformation, s'il n'y a pas de valeur ajoutée additionnelle, ne permet pas donc de régler cette question de l'emploi, cette question de l'inclusivité de la croissance dans un continent marqué par une croissance très forte de la démographie. Et c'est pourquoi, malgré ces taux de croissance relativement importants, on a encore en Afrique près de la moitié qui vit sous le seuil de la pauvreté. C'est encore le continent où on a de très fortes inégalités de revenus, en tout cas comparé aux autres pays du monde. Alors, pourtant, excusez-moi. Et pourtant, en Afrique, il y a eu des efforts extrêmement importants en matière d'amélioration du climat des affaires, mais il reste encore des efforts à faire. Des efforts à faire, par exemple, je peux citer quelques facteurs qui entravent encore les coûts et délais nécessaires pour le paiement des impôts dans certains pays, la durée et les coûts d'enregistrement de la propriété dans certains pays, la protection des investisseurs dans certains pays. Tout ça, c'est autant de facteurs qui accroissent les coûts et les risques des entreprises et empêchent l'accès à des services de classe mondiale et freinent l'investissement, la performance et la compétitivité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour renforcer la compétitivité dans ces pays africains? Je crois que la question fondamentale des infrastructures est là. Ce matin, je pense que le premier conférencier disait que sans énergie, il n'y a pas de secteur privé, en quelque sorte. Donc, l'énergie est capitale. Il faut mettre un accent particulier sur l'énergie, sur les TIC, sur les chemins de fer, sur les routes, les autoroutes, mais aussi sur les pistes rurales. Et ça, c'est très important. Je voudrais vraiment m'attarder là-dessus parce qu'il arrive dans certaines zones africaines qu'on produise, mais qu'on ait du mal à transporter cette production vers les centres urbains, les centres de consommation. Donc, un accent particulier sur les pistes rurales contribue à améliorer la compétitivité des entreprises, surtout qui sont établies dans le milieu rural. Il y a aussi la question des aménagements hydro-agricoles pour améliorer plus ou moins la résilience de nos entreprises qui sont dans le milieu rural, parce qu'en fait, on a une certaine vulnérabilité vis-à-vis des chocs, mais aussi vis-à-vis des chocs climatiques comme la sécheresse et tout ce qu'on voudrait. On parle d'une économie fortement agricole, donc je crois que c'est très important d'investir dans ces infrastructures. Un autre élément important, déterminant dans la compétitivité, c'est la ressource humaine. Je pense qu'il y en a qui vont parler tout à l'heure de cet aspect. Donc, améliorer la qualité des enseignements est extrêmement important. Surtout, mettre l'accent sur la formation professionnelle. Il en est de même de l'accès au financement. C'est une question qui revient très souvent. Donc, l'approfondissement du secteur financier qui permettrait à ce secteur informel extrêmement important d'avoir accès au crédit permettrait également de renforcer plus ou moins ce secteur-là. Et la question du renforcement de l'intégration est également extrêmement importante. Je pense que ce matin, quelqu'un disait que les marchés sont relativement faibles et l'intégration permet d'avoir des marchés beaucoup plus importants. Il y a des pas très importants qui ont été faits en Afrique avec la SADC, mais aussi la zone CEDEAO. C'est encore timide, certes, mais quand vous regardez même dans un pays comme le Sénégal, aujourd'hui, pratiquement, la CEDEAO fait partie des premiers clients du Sénégal en matière de commerce. Et ce commerce sous-régional permet également donc, de renforcer davantage la compétitivité de ces entreprises. Et un élément très important aussi, c'est le renforcement du cadre réglementaire, à savoir la législation du travail, l'accès aux fonciers, la justice pour la protection des investisseurs, la simplification des procédures, tout ce qui est code des impôts, code des douanes, code minier, etc. Et enfin, le renforcement de la démocratie, de la gouvernance, de la paix et de la sécurité. Aujourd'hui, le Sénégal, conscient du rôle que le secteur privé peut jouer dans la croissance, a mis un accent très particulier sur tous les facteurs qui permettent de développer plus ou moins ce secteur privé. C'est parce que quand vous regardez bien notre stratégie dont a parlé mon collègue ce matin, le financement est attendu pratiquement de 2/3 du secteur privé, que ce soit privé pur ou PPP. Et donc, il était important dans cette stratégie qu'on définisse
tout ce qu'on appelle ici les fondements de l'émergence, toutes ces infrastructures, tous ces codes réglementaires à mettre en place pour permettre à ce secteur privé de pouvoir très bien s'épanouir. Voilà de façon très rapide ce que je voudrais dire sur le renforcement de la compétitivité en Afrique. Je vous remercie. On va donner la parole à Dr Nathalie Tchingé, oui, s'il vous plaît. Ok, merci bien. Je vais parler en anglais. Talking about businesses in Africa and the level of competitiveness, I think it's very important that we look at the context in which businesses do operate. And for me, the context actually is all about the countries, how competitive are our countries. Interestingly, I had a look at the GCI, the Global Competitiveness Report. I don't know if you're familiar with it. The latest report will be published in about 2 weeks' time. But if you look at the one that was published last year, it looked at the most competitive nations in the world. And interestingly, you look at the top 10 nations, Africa is nowhere. You don't have a single African country. Top 20, we're not there. Top 30, we're not there. Bottom 30, yeah, we have Mauritius as one of the most competitive countries, as the most competitive country in Africa. And if you look at the ranking of Mauritius, there is 39 out of 144 countries. The leading countries are such countries as Switzerland, heading the pack with a score of 5.7 out of 7, 7 being obviously on the positive side and 1 being on the negative side, followed by Singapore. And now we're talking about Singapore, a country that does not really have what we have on the continent, those natural resources, but has really managed to capitalize on the intangible to build a strong economy. We have something to learn from them. And then follows the United States as number 3, and then Finland, Germany, and Japan. I live in South Africa. Interestingly, South Africa was the second African country ranked at number 56 out of 144 countries. And again, I'm just saying that because I would like to set the scene as to where we are. We're talking about the competitiveness of African businesses. We have to start looking at the competitiveness of our countries. So that's just one report. It's a global report. It's a very good report put together by the World Economic Forum. About 3 months ago, there was another report that was released by IMD in Switzerland, one of the leading business schools in the world. IMD has what they call the Competitiveness Center, and interestingly, again, Africa was not amongst the top 10 or 20. South Africa was ahead of Mauritius, which I found quite interesting because I know in South Africa we also have our own issues. But the bad news there is that South Africa was not ranked 39 or 40. We were not even in the top 50. South Africa was ranked 53 out of those 66 countries that they had to look at. And I'm talking about 2 distinct reports from 2 different organizations, but credible organizations. And for me, what does that say about the level of competitiveness on the continent? As much as I want to be the bearer of good news, the reality is that there's still a lot that we have to do in Africa. I am a Pan-Africanist, but I'm also very objective as to where we are as a continent at the moment and where we should be heading towards. I would like to come back to the report published by the Global Competitiveness, by the World Economic Forum, looking at the global competitiveness of African countries. Interestingly, the report looks at 12 key pillars, and amongst them, some of the speakers actually earlier on mentioned that they look at things like the market size
of the country. They look at things such as the level of innovation, skills, development, the macroeconomic environment, as well as the financial market development of those countries. And most importantly, I would add infrastructure within those countries. The IMD report also look at 4 primary factors: business efficiency and the financial sector, innovation drive, the effectiveness of the level of infrastructure within companies and countries, and as well as skills development. And interestingly, if we were to put those data together, there are convergent themes here. And what the reports are telling us, if we are to be competitive, we have to look at key factors, namely innovation and skill development. How innovative are we on the continent? And again, I would not want to discount the level of innovation that we've seen in some sectors like the telecommunication sectors, especially around mobile banking. We have, in a way, actually led the pack as far as that is concerned. There's been innovation also in other areas, but I believe that as Africans, we have to start asking ourselves, how innovative are we? Skill development, very important. We look at our level of not just education, but the infrastructure that has been built around education and the kind of skills that we are exporting, the brain drain of the continent. This is one of our biggest wealth that we've just let go. What has been put in place to stop that? And I think it has to stop if we are to build a highly competitive environment. Another key important factor, obviously, is the financial sector. And I know that when you look at the West African market in general, especially at the Nigerian market, we've seen that was like a few years back, total change within the banking sectors where they actually had to streamline the number of banking institutions from more than 80 to about less than 25. Great news, but we also need to start asking about the level of support that those banking institutions are kind of giving to the local enterprises. So I'm just putting this into context. I've looked at the data, but now I would like to share my own experience. I've got 16 years practical experience, having had the opportunity to engage directly with decision makers from around the globe. And I'm talking about global organizations from IBM to Accenture to South African breweries to MTN Group, where I was a lead consultant on many of the projects, looking at the implementation across 23 countries and making some strong advice to the decision makers there. Very interesting. If we are to really build an environment where African businesses are truly competitive, I believe that we need to start addressing 3 main areas. One which relates specifically to what I would call the internal factors. And as part of those internal factors that impact on the competitiveness of those companies, for me, number 1 is the leadership. The leadership that we have in our companies. And I'm not just talking about the private sector, I'm talking about parastatal in particular. I'm talking about global, multinational, as well as our homegrown brand that have become multinational. And last but not least, our SME industry. We need to start asking ourselves, do we have the people with the right skills to lead our organization? A key example would be, again, going back into an environment I'm very familiar with, which is the parastatal market, and specifically companies in South Africa. I'm going to name them here. You have the likes of the South African Post Office at the moment. You have the likes of South African Airways. South African Airways has forever been bailed out by the South African government. And you ask yourself, why do we as taxpayers have to take $5 billion to fund such an institution? And again, it's about the leadership. It's about the people who get appointed, into those positions. Are they political appointees, or do they really have the skills to do what they're supposed to be doing? That's just on the internal angle.
I'm talking of the strong leadership, but most importantly, I want to talk about courageous leadership, people who are in position to do what they've been appointed to, not to follow a political agenda. That's number one. Second aspect is more about what I would call the market factor, where we need to look at addressing things like the entire supply chain, the relationship that we want to build with our suppliers. And as part of that, I'm looking at the entire value chain from downstream to the upstream businesses and the kind of organization that we bring on board to work with other companies. That's very important. And as part of the entire value chain, I would like to also include the gender mainstreaming. I mean, we have a population, I mean, in percentage, a percentage where 50% of women. Do we get to involve women-owned enterprises in the entire value chain? Because there are scientific data that has shown that, obviously, women are productive, they're efficient, and competitiveness is all about that. It's about increasing the level of productivity, it's about increasing the level of performance. And if we know that we have 50+% of our population that is that productive, we have to make sure that they are not discarded from the main decision that have to be taken. I can go on and on, but I've got another point that I would like to add, which links to what I call the macro environment. And these are obviously factors that are beyond the control of most decision makers. And on that, I would like to call on our government to work very closely with the private sector to ensure that we create an enabling environment where businesses can thrive, where businesses can create jobs. It looks like it should be the end of my presentation. I would like to thank you. Thank you. Thank you very much. So, merci beaucoup. On va passer la parole à M. Derek, s'il vous plaît. Oui. So, if you don't mind, I'll sit here. Mettez-vous à l'aise. Okay. Oui. So, I guess I want to apologize two things very quickly. One to the translators, because I was told I had 15 minutes, but now we're down to about 10, so I'm going to try and speed everything in, so I might be talking a bit quick. And two, I wanted to apologize also for the fact that we discussed, in my presentation, I talk a lot about India. Even though I know this is a conference on Africa, we are just launching in Africa, but we have a lot of experience in India, and a lot of the things that we do in India relate to what happens in Africa. It's very similar markets in terms of developing world, and so I wanted to just apologize to that in advance. So I wanted to make a statement, and the statement is access to the internet is a fundamental human right. Now, we talk about fundamental human rights in terms of requiring food and shelter and access to sanitation. But what I want to talk about today is access to the internet. And I think that if you level the playing field with regards to access to the internet and access to content that's on the internet, that it will make a substantial difference in terms of leveling the playing field between a developing world and a developed world. And I think the primary factor for that is affordability. So we did an internal study a couple of years ago, try to determine at what point did the internet really take off in the US? So what time did PCs come common? So we determined that PCs became really household items in the US when it reached about 1 week's worth of salary. So we tried to determine at what price point do we have to do the same thing in the developing world, and we looked at the socioeconomic classes and the rates of income, and we determined that that price point is about $35 in the developing world. So basically that became our target. Our target became, how do we possibly develop a PC for $35? So one of the things we realized is that it makes it a lot easier when you have a Wintel monopoly broken up by a company called by Google, who created a free operating system. And what they did is they also did something called the democratization of the CPU, which is basically they went to ARM and they said, hey, ARM, we want to use your processors. I want to make you the default processor for our operating system. All you have to do is make it open to everyone. And ARM did that, and suddenly you had 50 different smaller Chinese manufacturers developing ARM processors, to the point where, you know, Apple's original processor, which they bought on their iPad 1, which cost them $35 at the time, when that same processor now is less than $2. So they basically brought down that cost structure. And the two most important components on a tablet are
the LCD panel and the touch panel. So the touch panel on top, LCDs, if you want to make LCDs, it'll cost you about $2 billion to set up a fab. But we actually developed our own touch panel technology through, we have an R&D facility here in Montreal. We developed this technology, and we actually now build our own touch panels for about $250, where we could buy it in China for about $11. Now the Chinese probably make it for about $1.50, but we can, because of supply and demand, there's high margin. But we feel in the next year or so, that price is going to drop dramatically, and we're going to be able to see it. And we have already seen it now in terms of the dropping prices of devices. So there's a concept called good enough. Now, we got a lot of pushback occasionally in terms of a product, and the question is, when do you actually launch a product in the market? Do you launch it when it's too early in the market, when you have an early entry-level product, or do you wait and then potentially miss the market by waiting till your product is perfect? So we believe in this concept. Clayton Christensen is an author. He wrote a book called The Innovator's Dilemma. And this concept is basically you launch a product when it has pretty much the specifications that most people need, and then you go out into the market with that product. And so if you look at our first original tablet, we had a 366 megahertz processor. It was very slow. It wasn't quite what the market needed, so we basically upped it up. And you look at the iPad and the iPad 2, which has a dual-core 1.3 megahertz processor. Basically, we have that same processor in the majority of our devices today, but we're making it for 1/10 of the price of what Apple sells it at. Now, if you look at this chart, it's a bit misleading in that it kind of alludes to the fact that lower-cost products will actually surpass the quality of higher-end products. That'll never happen, but the gap is closing tremendously when you talk about how prices come down with regards to components. The other thing we can do, and that we see companies do globally, is have a different business model. So you look at hardware manufacturers in general tend to rely on very, very high hardware margins. But if you look at companies like Apple and Amazon and Baidu in China, they have a different business model, and the business model revolves around after-sales products and services. So we do have our hardware margin in terms of what Datawind does, but we also have the ability to earn revenues through network services, content, and advertising. Advertising being the primary one in this model. So by not relying exclusively on hardware products, you're able to bring the cost down and keep the cost really low to the point where you're able to sell $20, $30, $40 tablets and smartphones. But of course, lowering the cost of hardware is not the only way to have access to low-cost internet. You also have to worry about the total cost of ownership, which also includes internet access and electricity. So when we look at the market today, or dating back from 2001 to 2013, and trying to implement an internet connectivity policy, you see that in 2001, the gap was about 30% between number of cell phone users, which is the top one, and number of internet users, which is the bottom line. So we basically look at that gap, and that gap, when the developing world started having cell phone penetration in an increased way, that gap widened and widened to the point where we're talking about a gap of between 4 and 5 billion people today in terms of number of internet users and number of cell phone users. So the theory is, if you can deliver the internet to a cell phone user for the cost of a cell phone and for the cost of using a cell phone, then basically you have automatically bridged that gap. And that's effectively what we want to do, is we want to bridge that gap and have internet connectivity for everyone. You talk about the value of the impact on internet, on commerce. You just have to look at Alibaba. There are more transactions on Alibaba in a given day than the whole of exports of all of India for this one company. And it's by a factor of multiples. Alibaba has the power of taking a small little manufacturer in China with 5 to 6 employees, manufacturing a gadget, selling it to a farmer in Uruguay, just with 24/7, anytime the guy needs it, he is able to buy it. So this power of commerce, of internet to develop commerce globally, is massive. But also, and potentially more importantly, is the power of the internet on education. Giving India as another example, in India there are 360 million children of school age, but there are only 220 million of them in school. So on any given day, there's 140 million children in India who should be in school who are not. In any given day, there are 3,500 schools without a teacher in India. Teacher doesn't show, gets sick, quits, whatever. The quality, especially when we got outside of the central cities, is very poor. The quality of education, the quality of teacher, the quality of teacher training.
So you look at the dropout rates reaching 68% by the time you're in grade 12. There's another author by the name of Dr. Sagatra Mitra, who has created two really innovative and relative studies. The first one is kind of shown there on the graph. That graph kind of shows that the further you are away from a central city, the lower the quality of education. And again, a lot of it has to do with lack of running water, paved roads, etc. But we believe a lot of that has to do with access to content. And his second study that he did kind of proves that point. Anyone ever heard of this hole-in-the-wall study? But the hole-in-the-wall study basically is he had a IT institute right next to a slum, and he cut a hole in the wall, and he basically stuck a computer facing out to the slum. And the kids of the slum would just never seen a computer before, would just kind of start fiddling around with it and teaching each other how it works. And he's proven studies that children actually taught each other how to use a computer just by fooling around, just by peer learning. And there were even some students who learned high-level content, physics in this case, at a reasonable degree of learning content that was available to them just by having access to it. So the fact that you have this content available makes a massive implication on students. So if we can develop this content and make this content accessible, it becomes very important. But then the question is, how do you do it? Now, we have all these cell phone towers, we have these billions of people using the internet, but how do they do it? India, again, 40,000 cell phone towers in India, only 20% of them can deliver 3G, and only 5% of Indians actually use 3G and data services. So that is very, very, very poor. And so basically what we're saying is that, especially in rural, and I can say this for a fact in Africa, I've been many times, in rural Africa and in outside of city centers, and in many times even in city centers, the quality of the 3G reception is poor. You need a service that can deliver content to the people that work on a 2G system. So here's the problem. You have a website, for example, CNN.com, it's 2 megabytes of information. On a typical device, you'll type in CNN.com, you'll take that 2 megabytes of information and then display it on the screen. If you're talking about a 2G network, it could take minutes to pull that website down, and of course, it costs a lot of money to download 2 megabytes of information. So the key point here is that this technology that DataWind has patented, there's 18 patents on this technology, allows you to use a fraction of the amount of data when you use a DataWind browser. So when you're surfing the web, instead of downloading 2 megabytes of information, you're downloading 50 kilobytes, which is 3% of the amount of data. It does two major things. One, it makes it a lot faster, and two, it makes it a lot less expensive. So, but the vision is not less expensive, the vision is free. So how do you deliver free internet? Well, again, DataWind has developed this technology which is essentially an advertising model that offsets the cost of advertising. In many markets, especially India, for example, and in Nigeria very shortly, we'll be launching a model where the cost of internet is offset completely by advertising, because we earn more in advertising revenues than the actual cost of data, because we're using so little data that this cost is very low. And we'll be able to bundle that and offset that cost with the device. So we can go out and launch a product with free mobile internet, which we're just about to do in South Africa and Nigeria, as we have done in India and the US and a couple other markets. And of course, we talk about solar, we talk about power. If you look at a typical PC with a monitor, it takes a lot of energy. We have actually manufactured what's called a solar-powered keyboard case, which is a small little case with a keyboard, which actually will double the battery life of a tablet and charge a dead tablet in about 6 hours, effectively eliminating the cost of charging the power device. So the question is, does the developing world want this change? And we can show this device here. We can show this picture here, which we showed in 2003, of this man carrying a cell phone. And basically, he had a cell phone in his hand, a Sony Ericsson, and we would show this picture to government saying, we need to work on mobile learning. And he would say, you know, mobile, everyone would laugh, who's he going to call? No one has cell phones. There were only 40 million cell phones in India at the time. Now we're talking about 900 million cell phones. And the driver to this is change. People want change. People want education. They want access to betterment for their children. And so that is how we do it. So we change the cost equation in terms of lowering the cost by 93% by offering low-cost tablets and free internet with free charging to be able to deliver the internet for free, using the same network and significantly improved results.
So just quickly to summarize, the next couple slides here, just, excuse me, they're a bit self-serving because we talk about how it has impacted people. In 2011, we launched a product in India with the government of India, and we have 100,000 tablets for students in India. And the total tablet market in India was 250,000 tablets sold. Apple and Samsung had 80% of the market share. When we launched in November 2011, we put a little thing on our website, and within 3 months, even though we were 6 months away from having a commercial product launch, we said, pre-order your device here. Within 3 months, we had 4 million Indians who pre-ordered their product on our website. The market went from 250,000 units to 3.1 million units in 1 year. And we went from 0 market share to #1 market share by the first quarter of 2013 in tablets. The Indian government has committed a lot of resources to this. They've said 7% of their budget will go into education in the next couple of years, 5% just to purchase tablets, so that by the next 6 years they will have 220 million tablets into the market. And we've worked with over 13 countries in terms of developing this device. We've had a lot of really great compliments, like named to the MIT Technology Review 50 Smartest Companies, and laid to the Forbes 15 Impact List in 2012 as well. Carl Bildt, who was a former Prime Minister of Sweden, said, "I saw the revolution of the internet. Internet for the billions is coming." We did a launch event at the United Nations with Ban Ki-moon. So we didn't expect this to be something that could be possible. But just to summarize, how do we increase African competitiveness in the digital age? In our belief, we do this by leveling the playing field, offering a low-cost internet-enabled tablet, free internet, free recharging costs, building up even domestically in terms of increasing knowledge transfer. And while some may argue that it's not a necessity, we'll argue that as long as there are people without access to the tremendous resources that the internet provides, they're lacking a fundamental human right in the betterment of themselves and their community. Thank you. Très bien, merci, merci. Merci beaucoup, Monsieur Derek. On va passer tout à l'heure, après la présentation de M. Didier Akwete. Chacun a présenté son point de vue sur les facteurs pour renforcer la compétitivité des entreprises africaines. Et dans tout cela, c'est certain qu'il y a des questions qu'on se pose. Par exemple, M. Derek dit que l'Internet doit être gratuit pour tout le monde et que c'est un droit fondamental. Ça fait partie de la Charte des droits et libertés, c'est ça que vous voulez dire? Alors, on va voir si on peut avoir Internet et que l'énergie ne soit pas réglée. C'est quoi l'équilibre qu'on peut faire là-dedans? Est-ce qu'on peut avoir l'Internet sans l'énergie? Est-ce qu'on peut avoir les deux? Qu'est-ce qui est le droit fondamental? Il y aura beaucoup de questions en perspective, n'est-ce pas? Alors, Monsieur Didier Akwete, s'il vous plaît, votre tour. Bonjour à tous. Je n'ai pas de présentation PowerPoint et puis on va essayer d'éviter d'être redondant parce que l'ensemble des éléments qui ont été indiqués sur les éléments de compétitivité, effectivement, sont des facteurs universels. Et en Afrique, effectivement, si on a l'énergie, les technologies, l'éducation, forcément on crée un cadre propice. Je veux peut-être simplement attirer l'attention une fois de plus pour éviter la redondance, sur un élément. 90% du tissu d'entreprise en Afrique, ce sont les PME. Ce matin, on nous disait que la PME moyenne au Canada, c'est 50 millions de dollars de chiffre d'affaires. En Afrique, on est peut-être autour de 50 000 dollars ou 100 000 dollars. C'est une petite entreprise à l'échelle internationale, mais qui, dans le contexte africain, produit beaucoup, puisque c'est 90% de PME qui constituent le secteur privé, donne à peu près 50% des emplois, mais paradoxalement ne produisent que 30% des richesses du continent. Compte à peu près 60% pour les pays asiatiques et un peu plus pour les pays développés. Donc une fois qu'on prend ce chiffre, en réalité, ce n'est pas qu'on doute de l'efficacité de la création de l'entreprise en Afrique, puisque que ce soit informel ou formel, on voit bien que l'Afrique est une terre d'entrepreneuriat. Alors c'est toujours drôle quand on dit la femme africaine, on doit la soutenir, etc. Mais en fait, la femme africaine, c'est le plus grand entrepreneur de tous les temps.
Parce qu'elle vit du commerce, elle vit de l'entreprise. Elle fait partie aussi de ces 90%. Mais la question qu'on doit se poser, comment est-ce qu'on passe de 30% de contribution à la richesse de ces PME qui font 90% à 70, 80, 90% de la richesse? Et c'est là que notre débat devient intéressant. Et je me dis, alors, quand on liste les enjeux du continent africain, les besoins, on se dit, tout est à faire. Et la question, est-ce que c'est l'œuf avant la poule, c'est la poule avant l'œuf? Et comme l'on disait, l'énergie avant Internet, c'est Internet qui produit l'énergie. Bref, je pense de plus en plus, pour essayer de narrow down un peu notre discussion, qu'il faut qu'on raisonne ce qu'on appelle les pôles de croissance ou les stratégies sectorielles. C'est très difficile hein, quand on demande à un dirigeant africain, ou en tout cas un pays en transition, en développement, quelle est l'urgence? Il vous dira tout est urgent. L'éducation, c'est urgent, la santé, bref, tout est urgent. Donc je me dis, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on ne crée pas des modèles expérimentaux de développement? Sur les petits pays, ça a marché, et même sur des grands pays, ou même quand notre ami parlait de l'Inde, ou de la Corée du Sud, ou de Singapour, Singapour est un modèle régulier de développement. C'est vrai, 700 km², quand on prend Singapour et on prend la RDC, ça n'a rien à voir. On prend Singapour, on prend la RDC, aucune comparaison possible en termes de géographie de l'espace et de tout l'écosystème qu'il faut mettre en place. Donc, si on veut peut-être arriver à donner à notre secteur privé, parce que c'est vraiment ça le levier de transformation de l'Afrique, je me dis, partons sur des modèles intégrés, polaires. Je prends une province, je suis en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, et puis c'est maintenant qu'on fait la première usine qui va produire du chocolat qu'on peut manger à Abidjan. Alors qu'on connaît bien le chocolat suisse, il n'y a pas de plantation de cacao en Suisse. Le chocolat belge, bon, je n'ai jamais vu de plantation, et pourtant, on en mange à volonté, on dit ça fait partie des meilleurs chocolats. Donc imaginez qu'on prenne la région en Côte d'Ivoire où nous avons le plus de plantations de cacao, et qu'on se dise le défi d'une politique sectorielle, ou en tout cas le pôle de croissance agricole, reposant sur le cacao, c'est devenir le champion mondial des tableaux de chocolat, on peut construire une politique intelligente dans un endroit défini où en réalité aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin de tirer des fils électriques d'Abidjan jusqu'à la zone cacaoyère, d'imaginer qu'on tire des câbles sous-marins ou des câbles souterrains de la capitale jusqu'à la zone pour créer Internet. Les centrales autonomes pour produire l'énergie, ça existe. Et notre ami Didier pourra le rappeler demain justement, électricité. WiMAX, tout le monde sait ce que c'est. Donc, si on ne change pas de paradigme, c'est-à-dire d'approche, d'efficacité de nos systèmes de production en Afrique pour renforcer la compétitivité des PME, dans 10 ans, nous ferons le même débat, parce que les chantiers sont énormes et le temps de déploiement de toutes les infrastructures à l'échelle d'un territoire est beaucoup trop long et trop coûteux. Donc quand on dit qu'il faut 100 milliards de dollars par an pour rattraper le gap en infrastructure, on ne les a pas aujourd'hui. On dépense 50 milliards plus ou moins aujourd'hui, mais il faut 100 milliards successivement sur 10, 15, 20 ans. Alors, j'aime bien toujours prendre l'exemple d'un bon ami. Lorsque l'Allemagne a fait sa réunification, l'Allemagne de l'Ouest a investi 100 milliards de dollars successivement sur 10 ans pour remettre à niveau l'Est. Juste un pays. Donc, lorsqu'on dit l'Afrique doit gagner en compétitivité, si on ne fait pas attention en se lançant dans des débats généraux, en disant il faut tout faire à l'échelle du continent, dans 20 ans nous aurons les mêmes discussions. NCA, par exemple, je ne sais pas si Jean est toujours dans la salle, qui est un champion dans le secteur des assurances en Afrique de l'Ouest. Heureusement qu'NCA n'a pas attendu que l'État mette en place les infrastructures pour devenir un champion national et régional. Donc de la même manière qu'on a réussi à avoir des champions dans des secteurs comme le secteur bancaire Ecobank, qui est un exemple que tout le monde reconnaît comme étant un champion, quand John Doe et ses amis nigérians ont lancé Ecobank, personne n'y croyait. Mais s'ils avaient attendu que l'État mette en place tout l'environnement, tout l'écosystème, tout l'instrument de production pour permettre à Ecobank d'exister,
ou à d'autres entreprises dans d'autres secteurs où Ascad existait, ces entreprises n'auront jamais existé. Donc je voudrais simplement que dans notre réflexion, aujourd'hui, quand on parle de compétitivité, qu'on connaît tous les paramètres, et c'est effectivement, ça a été rappelé depuis 3/4 d'heure, qu'on essaie simplement de raisonner à l'échelle micro. Prenons des exemples concrets, définissons des politiques sectorielles, créons des pôles de croissance, créons l'écosystème dans ces cercles, et vous allez voir que ça crée des effets de contamination. Et la fameuse province en Corée du Sud, je crois que c'est Chola que ça s'appelle, qui était une des provinces les plus pauvres. C'est-à-dire pendant que la Corée du Sud faisait 10-15% de croissance chaque année, cette province restait une des plus pauvres. Et ils se sont dit, mais ce n'est pas possible, comment est-ce qu'on ne crée pas de contamination sur l'ensemble des provinces, notamment celle-là? Et en fait, c'est simplement parce que l'écosystème qui aurait permis à cette province de se développer n'existait pas. Et c'est ce qu'ils ont fait en créant des parcs industriels, en définissant des politiques sectorielles bien précises, par rapport à des domaines donnés, dans lesquels on pensait que cette province avait des éléments de compétitivité à offrir. On a créé l'écosystème autour. Donc il me semble que si aujourd'hui on arrive à prendre des zones dans des pays où on sent qu'il y a des avantages concurrentiels clairs que ces zones peuvent avoir, soit parce que c'est une région minière, ou peut-être on peut produire les meilleures barres de fer, parce que dans cette zone, le minerai est abondant et que la consommation locale et régionale permet de renforcer cette zone en énergie, en ressources humaines, en capacité de production, cette zone peut émerger. Si on estime qu'on peut produire les meilleures plaquettes de chocolat dans le monde, dans cette zone de Côte d'Ivoire, et qu'on crée une industrie intégrée, un système intégré de production, cette région va décoller et contaminera les autres. On parlait de capital humain. Si on veut produire du chocolat, mais qu'on n'a pas des agronomes ou même des techniciens qui peuvent faire tourner les machines, eh ben, on s'assure que dans cette zone, nous avons des centres de formation qui produisent des techniciens et des ingénieurs. Donc je commence de moins en moins à croire à l'effet de masse dont on nous parle depuis des années. On fait 10% de croissance, donc ça y est, l'Afrique s'est développée. Et pourtant, quand on y met le pied, on sort des grandes villes, on voit que la pauvreté n'a pas spécialement reculé. C'est parce que nous restons dans une approche, de mon point de vue, trop macroéconomique. Donc c'est simplement ce sur quoi je voulais axer un petit peu mon introduction, pour qu'on change un peu de lunettes. Qu'on regarde avec des loupes, des zones, qu'on mette le paquet, et lorsque nous aurons les premiers succès, nous pourrons répliquer ces succès et contaminer le reste du continent. Sinon, nous ferons les mêmes débats pendant des années. Merci. Merci, M. Atété. Merci. Alors, merci à vous tous pour vos présentations. Je vais rapidement résumer ce que nos panélistes nous ont dit. En quelques mots, ça va paraître un peu caricatural, mais excusez-moi, c'est juste pour rafraîchir un peu la mémoire des participants. Monsieur Pierre nous a parlé de productivité, au niveau réglementaire, des infrastructures ou bien éducation. Il a parlé surtout de la vision étatique des choses, comment le gouvernement, du point de vue du gouvernement, comment la compétitivité peut se faire. Madame Dr Nathalie nous a parlé de plusieurs éléments, dont plus spécifiquement le leadership, le regard aussi sur les PME, les bonnes personnes aux bons endroits, c'est-à-dire avec les bonnes compétences, la chaîne de valeur. Et donc tout ça, ça fait partie du propos de Madame de Dr Nathalie Shinje. Et Monsieur Derek nous a parlé d'Internet gratuit. Internet qu'il veut que Internet fasse partie des droits humains, des droits fondamentaux de l'humain.
Et M. Akouete nous a parlé de plusieurs éléments, dont de ne pas voir tout de façon massive, mais de pouvoir avoir une vision sectorielle des choses. Donc, de politique sectorielle, pôle de croissance, capital humain, avoir des modèles expérimentaux de développement. Bref, si on revient à un proverbe africain qui dit que pour pouvoir manger un éléphant, il faut le découper en petits morceaux, n'est-ce pas? Donc, si je veux résumer un peu à mon humble avis, les propos de M. Akouete, ce serait un tout petit peu dans ce sens-là. Donc, la table est mise. Et, il y a des éléments concrets. Quand on parle de développement aussi, on a beau parler de tout, mais concrètement, quand on parle d'infrastructure, par exemple, infrastructure, on parle des routes. Monsieur Pierre a parlé de routes. On parle aussi d'électricité, non seulement d'électricité, mais l'énergie en général. Dans tout ça, quand on se lève ou bien il fait très très chaud et puis à 3 heures du matin, l'électricité coupe et puis le climatiseur ne fonctionne plus, on n'a pas tellement envie de créer. On n'a pas tellement envie on n'est pas inspiré. Et donc, dans la vie de tous les jours, comment est-ce que la compétitivité prend son effet par rapport aux infrastructures, par exemple? Parce que concrètement, si les routes ne sont pas bonnes, on ne va nulle part. S'il n'y a pas d'énergie, on ne va nulle part, etc. Donc, je vais laisser un peu Monsieur Derek, je vais vous choisir au hasard. Donc, donnez-moi 2 mots ou bien juste quelques phrases de votre point de vue. Quand on parle d'infrastructure par rapport à la compétitivité, encore une fois, pour renforcer la compétitivité des entreprises africaines. Quand on parle d'infrastructure, quel est votre point de vue là-dessus? Évidemment, moi, j'ai un bias sur l'Internet. Alors, pour moi, c'est plutôt d'avoir la capacité d'avoir une clientèle globale. Et vraiment, si on veut augmenter la compétitivité des sociétés africaines, il faut améliorer les réseaux nationaux, les réseaux locaux, et il faut diversifier les lignes de produits et les offres pour être capable d'offrir un marché plus que local, global. OK, d'accord. Et Dr. Nathalie? Parlant des infrastructures, moi je crois qu'il faut essayer de voir ça dans sa globalité. C'est vrai, l'énergie, bien évidemment, mais au-delà de ça, on parlait tantôt de intra-Africa trade, comment relier aussi nos pays africains afin que nous puissions avoir une économie assez solide. Donc le transport est très très important dans tout ça. Vous avez les télécommunications et tout ça qui iront dans ça. Voilà. OK. Et au niveau vision étatique, M. Pierre? Oui, merci. Je pense que la question des infrastructures me semble extrêmement importante, mais surtout en termes d'accès, mais aussi en termes de coût. OK. Parce qu'en fait, si vous avez une entreprise que vous n'avez pas accès à l'électricité, je pense que vous ne pouvez pas faire beaucoup de choses. Et même si vous avez accès à l'électricité, le coût que vous payez également est déterminant. Et voilà. Il en est de même pour les transports. Si vous produisez dans une zone où vous devez évacuer votre production, il n'y a pas, les conditions de transport ne sont pas favorables. Optimal, oui. Ça devient extrêmement important. Ça joue également sur votre productivité. Bien sûr. Ou bien si vous ne pouvez pas exporter votre production parce que tout simplement il y a un problème dans le transport, ça ne développe pas, ça ne contribue pas au développement de l'entreprise. OK. Et monsieur à côté? Toujours, je peux partir d'un point A à un point B. Oui. Je n'ai pas besoin d'avoir un réseau routier sur l'ensemble du territoire. OK. Mais si j'ai besoin de transporter mon or d'un point A à un point B, et que je sais que ça constitue une ressource principale qui me permet de créer la richesse et diversifier mon économie, je construis d'abord cette route. Et je m'assure qu'elle va jusqu'au point où je peux exporter mon or. Donc, l'infrastructure, évidemment, est fondamentale. Mais une fois de plus, si nous lançons dans un débat sur les infras en général, on n'y arrivera pas. Oui. Exactement. Donc, l'énergie est cruciale. Et pareil, un poncif sur l'énergie, on dit que l'énergie est trop chère en Afrique. C'est vrai. Quand on prend le prix du kilowattheure à Dakar ou à Abidjan, malheureusement, l'entreprise qui produit avec cette énergie Étouffe.
sera forcément moins compétitive que celle qui produit en Chine, par exemple. Mais de quoi parlons-nous? Le coût de l'absence d'énergie est plus élevé que l'énergie chère à acquérir. De la même manière, lorsqu'une entreprise emprunte aujourd'hui à un taux de crédit 15-18% ou 20%, c'est suicidaire. Pourtant, l'entreprise fonctionne. Jusqu'à ce qu'on crée l'écosystème, et Félix est là, de la BRVM, pour diversifier les sources de financement. Donc, l'absence d'infrastructures, parce qu'on raisonne en masse, est suicidaire par rapport à l'infrastructure de base qui répond à un besoin précis, qui crée de la richesse. Donc, une fois de plus, l'énergie, bien sûr, il faut qu'on en produise, même si elle est chère, il faut la produire parce que ça permet à une usine d'exister. Et mécaniquement, avec l'intensité concurrentielle et la diversification des acteurs, le coût baisse. C'est comme le téléphone. Vous vous souvenez quand on a lancé le téléphone mobile? Les gens rigolaient en disant, mais vous rigolez, les gens n'ont pas à manger en Afrique, comment est-ce qu'ils vont téléphoner? Et pourtant, c'est le continent où il y a le plus d'utilisateurs de téléphones mobiles. C'est ceux qui consomment le plus. Même le paysan qui ne gagne pas $1 par jour, il achète du crédit parce qu'il a besoin de ça. Donc il y a un effet mécanique qui se fait, de mon point de vue, en matière d'infrastructure et de compétitivité. Le coût d'acquisition est peut-être élevé, mais avec l'intensité concurrentielle, les prix baissent mécaniquement. Okay. C'est comme le transport aérien. Oui. On ne peut pas faire du business, c'est une infrastructure. Et pourtant, Pierre est bien placé, nous payons les prix les plus chers ou Babacar pour voyager de Abidjan à Dakar. C'est comme si vous allez à New York. Et pourtant, on y va, n'est-ce pas? Et on voit bien qu'avec l'apparition d'autres compagnies, d'un secteur privé dynamique, les prix sont tirés au fur et à mesure vers le bas. Donc, une fois de plus, pour ma réponse, soyons pragmatiques. Nous voulons aller d'un point A à un point B, construisons le pont entre A et B, et on verra que mécaniquement, le processus vertueux s'enclenche. C'est pratico-pratique, quoi. Oui. OK, oui. So for me, I think that we should not just look at it in isolation. It's very important that we understand the importance of business efficiency. I mean, quite often the infrastructure will be put together by the government. We're talking on about a company. How does an organization become efficient so that they can sustain themselves in the market? He's talking about the cost and what the consumer has to pay for. Right. You've got to understand that the cost is also set in context, whereby the manufacturer or the service provider has to look at the cost of sale before they set a specific price. So yes, we have the infrastructural debate, but it happens in the bigger context of how organization needs to become more efficient. And for me, that's what needs to be addressed. OK. Oui, Pierre a quelque chose d'intéressant. Oui, en fait, je voulais un peu le rejoindre et peut-être le rassurer, en tout cas du côté étatique. Je pense que les besoins sont tellement immenses qu'aucun pays ne peut se lancer surtout à la fois. Il y a des options qui sont très claires en matière de politique sectorielle. On regarde là où on a des avantages, par où il faudra commencer, parce qu'on n'a pas les moyens de construire toutes les routes du pays. Et si on a une zone, par exemple au Sénégal, où on a une zone touristique et qu'on mise beaucoup sur le tourisme, la première des choses, c'est d'aménager les zones touristiques et de faire en sorte que les moyens de transport qui permettent de passer de Dakar à ces zones touristiques, que les touristes puissent aller dans de bonnes conditions. Ou bien on est en train de mettre en place un parc industriel à Diamniadio, veiller à ce que dans ce parc industriel, que les entreprises puissent trouver tout le nécessaire. C'est un aéroport qui... Voilà, et que, comment dirais-je, une fois produit, que la marchandise puisse être transportée dans de bonnes conditions à des coûts tout à fait acceptables. OK. On ne peut pas faire tout à la fois, c'est pas possible. Ça, je suis OK. Si je puis juste me permettre, c'est la valeur temps. C'est-à-dire que dans toutes nos discussions, nous n'avons jamais mentionné le temps. Oui. Et quand Pierre parle justement du tourisme, voilà une zone qui s'appelle Sali, au Sénégal, Portugal, oui. qui est à 1h30 de Dakar, où un aéroport est censé ouvrir depuis 2 ans, où on est censé faire des infrastructures, non, pour développer le tourisme. Non, mais c'est un exemple très concret. Or, aujourd'hui, le Sénégal est en train de perdre en compétitivité dans l'industrie touristique parce que le facteur temps s'est tellement rallongé que dans le projet de développement des infrastructures, le pays est en train de perdre en compétitivité. Et le facteur temps, malheureusement, il faut vraiment que ce soit une variable qu'on ajoute systématiquement dans tous les projets quand on parle de compétitivité en Afrique, parce que ce facteur oblige malheureusement les entreprises à trouver des astuces qui aggravent la situation. Et cela amène à la capacité d'exécution
de tout ce qu'on peut imaginer parce que toute stratégie a beau être belle sur le papier, s'il n'y a pas une bonne exécution, la stratégie ne vaut absolument rien. Donc, et cela m'amène à l'élément fondamental de l'éducation parce que clairement, ce sont des humains qui pilotent ces projets. Si on parle d'un aéroport qui n'a pas pu, on prend l'exemple du Sénégal, le Sénégal est notre pays vedette, n'est-ce pas? Alors, si l'aéroport n'a pas pu se construire dans le temps et que le facteur compétition du secteur touristique commence à en pâtir, hein, c'est clairement qu'il y a des facteurs au niveau de l'exécution de ce qui a été imaginé. Alors, donc, qu'est-ce que vous pensez de l'arrimage en termes d'éducation entre les universités, ce que les universités, parfois on dit que ce sont des usines à chômeurs. Est-ce que c'est vrai? Mais oui. Est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, qu'est-ce qu'il faut faire pour que... Excusez-moi. Voilà. OK. Je vous ai, comme on le dit, je vous ai entendu. Comment vous vous appelez? Comment? Jipo Boubacar, je suis canado-nigérien. Voilà. PhD en sciences de l'environnement et puis en gestion de projet. OK, super. Alors, je vous ai entendu. Alors donc, donnez-moi 2 secondes, je vais juste boucler ma phrase et je vous reviens. Est-ce que ça vous va? OK. Alors donc, je parlais d'éducation et donc je vais ouvrir le débat tel que demandé par M. Dibo. Alors, on va comment? Ouais. On n'a pas tout le temps devant nous. Voilà, exactement. Pardonnez-moi de m'interposer. Alors, nous étions censés terminer à 17h30, mais comme nous avons commencé un peu plus tard, Ouais. je vous propose d'avoir 10 minutes de plus, OK. puisqu'il y a également le cocktail offert par Afreximbank et d'autres événements et d'autres personnes qui doivent se libérer. Donc 10 minutes, s'il vous plaît. Donc je propose de prendre 3 questions au maximum. OK. Alors, on va... I will be very brief. Excusez, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau de bain. Madame est venue transmettre une information. On a pris note de cela et on va avancer. Je vous propose simplement d'essayer d'être concis. Voilà, c'est tout. Merci. On a bien compris ça. Merci beaucoup, Hadi. Très bien, oui. I'll try to be brief. My name is Ismail Rissa. I'm in charge of the strategic planning and business development for Pratt & Whitney, one of the aerospace leader, and the company produces aircraft engines mainly. My first question is for Derek, and I was looking at what you were saying about India, and we follow the same path, I would say, because I spent the last 2-3 years developing the market in India, and now we're looking at Africa. So an interesting concept that you were mentioning was lowering the cost of hardware in order to be able to benefit on the margins in the services. And as everybody knows, buying an aircraft or developing new aircraft lines, in infrastructure is something that is very costly. Do you think that lowering the cost of acquiring the assets or the hardware will be a medium to get access to those margins in Africa? That's my first question. Et puis ma deuxième question est pour Monsieur Didier. Vous avez parlé du développement des pôles régionaux ou de développement en sectoriel. Ma question, c'est quel est le rôle des grandes entreprises comme la mienne dans le développement des champions nationaux? Quand vous parlez de votre entreprise, c'est Pratt & Whitney, n'est-ce pas? C'est ça. OK. On va commencer par Derek. Oui, la première question pour Derek. Okay. Well, I'll try and answer. That's a very difficult question. It's hard to compare low-cost $35, $40 tablets with $1 million airplanes. But obviously, I believe that lowering the cost is definitely always a great benefit to companies in terms of trying to reach new markets. For us, it's a whole business model. It's a whole philosophy in terms of wanting to change the world, wanting to be able to level the playing field. And we understand that our target market can't afford in many cases, $50, $60, $70 tablets. So our goal is to always build 20, 30, 40, always trying to lower the cost. It's the industry that we play in.
I can't necessarily speak for your industry. It's very difficult to compare the two, but I would always say that lowering the cost is always going to help you in productivity-wise. Merci. Merci, oui, monsieur à côté. Le rôle des grosses entreprises est fondamental de mon point de vue dans la création de ces champions nationaux, parce qu'effectivement, ça aussi dans les stratégies, c'est quelque chose que les États n'ont pas vraiment développé. Or, il y a des champions nationaux publics dont le rôle aurait dû être de promouvoir les petits champions privés qui rentrent dans la grosse grappe, entre guillemets. Et ça, c'est quelque chose à encourager. C'est pour ça que dans les stratégies de diversification aujourd'hui, dans les plans émergents que beaucoup de pays font, enfin, ils comprennent l'intérêt d'utiliser les grands acteurs pour le développement des tout petits, qui sont des suppliers, des subcontractors. Et ça, c'est fondamental pour donner des marchés aussi captifs à ces PME. Très bien. Merci, monsieur à côté. Alors, la parole est à vous. Ah oui. Oh, je n'avais pas vu, excusez-moi. Allez-y. Votre nom, s'il vous plaît? Jessica Akwe. Jessica Akwe. Oui. De quelle compagnie, s'il vous plaît? Laverie de Billy, le cabinet d'avocats. Super. Allez-y. Donc, en fait, moi, c'était une question pour Monsieur Akwete. En fait, vous avez parlé des grosses infrastructures, etc. En fait, qu'est-ce que vous pensez de la place de la franchise en Afrique, comme dans le sens commencer petit, en faire quelque chose de bien, puis le diversifier, puis peut-être changer quelques paramètres selon les régions ou selon les pays? Parce que je pense que gros, c'est bien, mais petit et bien, c'est bien aussi. Donc, quand vous parlez de franchise, pouvez-vous préciser, s'il vous plaît? Ben, je ne sais pas, quand on prend l'exemple, par exemple, au Canada, Tim Hortons, c'est des petites... Comme McDonald's? Oui, c'est voilà. ça. C'est ça, non? Voilà, c'est voilà. ça. C'est des petits restaurants ici et là, mais qui sont bien montés, où il y a comme une méthodologie, il y a des standards, et qui fait en sorte que ça mette en lumière une marque et que c'est facile à exporter, et en même temps que ça profite et aux personnes en Afrique et aussi aux investisseurs, par exemple canadiens ou quelque chose comme ça. Moi, j'adore les franchises, parce que vous l'avez dit, c'est des best practices. Et ça me fait toujours rigoler. J'ai une émission à RFI parfois sur l'entrepreneurship, et un jour quelqu'un appelle pour dire tiens, il est à Abidjan dans un quartier et il est en train de lancer un pressing. Et curieusement, j'étais passé dans cette rue une semaine avant. J'ai vu 3 pressings dans la rue. Je me suis dit mais tiens, comment ils se font les 3 pour survivre dans un bout de rue comme ça? Et c'est dans cette rue. J'ai dit mais pourquoi vous mettez dans cette rue alors qu'il y a déjà 3 pressings? Il me dit parce qu'il y en a 3, donc je m'y mets. J'ai dit non, c'est pas suffisant comme argument. Or justement, si c'était une franchise, parce que la franchise propose quelque chose de particulier, de distinctif, avec une analyse concurrentielle, du cadre, etc., là, ça m'aurait parlé. Et c'est en ça que la franchise, pour moi, est un concept extrêmement intéressant, pour au moins niveler vers le haut le standard de qualité de ce qui est fait dans beaucoup de pays en Afrique, avec bien sûr l'adaptation nécessaire. Et si on prend différents secteurs, que ce soit l'agroalimentaire, la confection, ça, j'y crois. Il faut le cadre réglementaire justement pour protéger celui qui franchise, parce que ça aussi, c'est un gros souci. La contrefaçon, la copie, qui n'est pas punie. Et ça repose la question de l'environnement, comment on protège ceux qui inventent, ceux qui créent des concepts pour le bénéficier au plus grand nombre. Mais ça aussi, je pense que ce que vous dites, ça dépend aussi du suivi sur place. S'il y a des personnes qui sont là pour vérifier que les standards sont respectés dans chacune des franchises installées, peu importe le territoire, du coup, on forcera les gens à respecter les standards et à éviter les copies, parce que des copies, il y en a ici aussi, et il y en aura en Afrique, il y en aura toujours. Puis c'est la vie, on fait avec, mais ça n'empêche pas que les franchises ont un poids phénoménal et permettent la compétitivité. C'est simplement que la loi s'applique en réalité. Ouais. Et là, il y a ICF, Investment Climate Facility for Africa, qui le fait très bien et qui peut parfaitement développer un cadre pour la franchise et l'application du droit. Lorsque un franchisé franchise et que quelqu'un contrefait, vous allez au tribunal dire ah non, c'est comme le film Coming to America, vous vous souvenez? Et le gars a copié McDonald's, il disait mais non, c'est pas McDonald's. Les types avaient les tenues de McDonald's, le M c'était juste inversé. Le gars dit mais non, c'est pas McDonald's. Ok, donc merci pour votre question. Merci, monsieur à côté. Oui, monsieur Dibo, s'il vous plaît. Ok.
Moi, je suis venu, en tout cas, les 4 que je distribue aux gens là, je suis président directeur général du cabinet multi-conseil en environnement et développement durable, Madiba Inc., qui a été enregistré juste en mai 2014, mais c'est une multinationale qui sort de l'œuf. Okay. Parce que moi, tous les pays reconnus par l'ONU, je vais avoir une filiale dans chaque pays. Okay. J'en ai déjà dans 15, dont l'Italie, la France et l'Allemagne. Okay. Je suis vraiment actionnaire majoritaire. On a une trentaine d'administrateurs là. Votre question, s'il vous plaît. Ma question est la contribution de la diaspora au développement africain, donc à la compétitivité des entreprises africaines. Ok. C'est juste. Donc, vous parlez de contribution de la diaspora. Oui. Votre question, c'est quoi? Mais comment? Vous voulez le rôle de la diaspora? Non, comment maximiser la contribution de la diaspora dans le développement du continent africain? Ok, super. Lui, il a parlé de l'Inde. On m'a dit qu'il y a un Indien qui a pris la nationalité des États-Unis. Il est resté longtemps là-bas. On a dit qu'il a fait du miracle en Inde parce qu'ils l'ont donné le temps et l'opportunité. Okay. Donc, comment nos États vont créer l'atmosphère parce que la diaspora, on a les idées, on a les approches méthodologiques, mais compte tenu du fait qu'on est resté loin du pays, on n'a pas l'information de base pour déchiqueter. Okay. Ceux qui sont restés au pays, ils ont cette information-là, mais ils n'ont pas d'approche méthodologique comme nous. Parce que moi, je suis les deux. Oui, il ne faut pas généraliser, mais non, on va laisser... Je sais. On va laisser la parole aux panélistes. Moi, j'ai travaillé 20 ans agent de développement dans la sous-région Afrique de l'Ouest et même Afrique centrale. Je sais de quoi je parle. Super, bravo. Ah, oui. Donc, on va commencer par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Monsieur Pierre. Mais je pense que fortement comment? Attendu. Attendu, ok. Mais ce que la diaspora peut nous apporter, c'est d'abord des ressources financières, parce qu'on a parlé tout à l'heure de difficultés d'accès au crédit, etc. La diaspora peut nous apporter aussi en termes de transfert de technologie, parce que comme il dit, ils ont la connaissance et donc sur place, ils peuvent vous aider plus ou moins en termes de technologie, mais aussi en termes de capital humain. Parce qu'on a souvent des gens qui reviennent de la diaspora, qui créent des unités sur place et donc ils profitent des connaissances qu'ils ont eu à acquérir sur l'international pour pouvoir accompagner le développement de ces pays. Très bien. Merci. Et Dr. Nathalie? I certainly concur with what he had said, but I would like to add the... OK. Excuse me. Ça va. Oui, continue. So I'm going to add to that. Excusez, s'il vous plaît. OK? What is also quite important and will make things for the diaspora in terms of the contribution to various African countries and companies will also be a strong collaboration with local enterprises. And I think the government can also play an important role there. In most African countries nowadays, you have investment authorities that are there to facilitate that, perhaps identify credible local partners who have the understanding of the country and the requirement and how the country operates to work very closely with the diaspora and to set up whatever businesses needs to be set up. For me, the strong collaboration is very important. Collaboration, très bien. Between the two parties. OK. Yeah. Donc, elle a parlé de collaboration entre... Elle a parlé de collaboration entre diaspora et locaux. OK. Didier à côté, s'il vous plaît. Non, mais effectivement, il faut que je sois volontariste. 50 milliards de développement, 50 milliards de flux de la diaspora vers l'Afrique, ça veut tout dire. Simplement, ce n'est pas organisé. De ce point de vue, il y a une véritable expertise que la diaspora possède dans différents domaines, et le Rwanda l'a montré. En l'organisant, on arrive à utiliser la diaspora intelligemment, avec des conditions d'accueil aussi, quand la diaspora décide d'investir, avec des plateformes d'information. La Corée du Sud l'a fait, même la Chine le fait avec ses Chinois qui sont en diaspora. Donc, c'est simplement de l'organisation. Mais on a dit que c'était le 6e continent. Pierre, c'est bien ça. Très bien. Donc, il suffit de l'organiser. Merci. Qui est-ce qui était là avant l'autre?
OK, allez-y, s'il vous plaît. Ouais. La 6e région. Madame Gerba, présidente de Géram Communication, directeur des publications Afrique, Expansion Magazine et Africa Trade. Ma question s'adresse à Madame Nathalie Tindier, Dr Nathalie Tindier. Dans son exposé, en parlant des facteurs importants au niveau de la compétitivité, elle a mentionné l'innovation. Quand on écoute le débat, on voit qu'au niveau africain, on a encore pris avec un certain nombre de freins à la compétitivité, et notamment les infrastructures. On se perd dans ce débat-là. Est-ce à dire que le mot innovation en Afrique, quand on parle de compétitivité, c'est un débat encore de luxe? Est-ce que... Parce que je n'entends pas ce mot-là revenir, alors que quand on suit le débat sur la compétitivité aujourd'hui mondiale, on insiste beaucoup sur l'innovation. Est-ce que c'est encore quelque chose comme un luxe en Afrique de parler d'innovation, alors qu'il y a encore des gros problèmes à régler au niveau des infrastructures? Très bien. Merci beaucoup. Oui, Madame Nathalie. Thank you. This is a beautiful question. And first of all, let's define what innovation is. For me, it goes beyond just ideas. Avoir des idées, ce n'est pas innover. It's more about having the right idea that can make a contribution to a country and also to the community. So there must be some value add as far as innovation is concerned. But for it to happen also, I believe that our governments have an important role to play in terms of R&D, research and development. What percentage of our GDP, for instance, goes towards R&D? Are we spending enough? And once you start talking about R&D, strong linkage with education, skills, and development. So there's still a lot that has to be done in that context. And I don't think that the debate should be left within the developed market context. We need to innovate. Innovation also means that being in a position to come up with ideas that will add value, but that will also help us as part of the process to save our costs. So it shouldn't be a luxury. For us in Africa, I think it's a necessity. And as part of that, we need to see more investment be made towards research and development, and also make sure that we have the right academic institutions, educational centers, research centers on the continent. Okay. For me, it's a must, and that's the way forward. Okay. The next big thing should come from Africa, regardless of the sector. It could be agriculture, it could be technology, and so forth. Okay. Thank you. Derek, do you have anything to add? Well, I know we're running low on time. I was just saying that's especially important in the ICT industry. I know I'll be in Johannesburg speaking at an event called Tech for Africa, and it's all about innovation in the ICT industry, and there are a ton of incredible ideas coming from Africa in the tech industry, and I think it only bodes super well for the future to have those types of ideas come to the fruition. C'est très bien, et pour résumer l'innovation, c'est aussi, on dit que quelqu'un qui innove, c'est quelqu'un qui est en avance sur les autres. Et on dit aussi que quelqu'un qui passe son temps à imiter le singe va être toujours en retard d'une grimace. Donc, si on innove, on va être le singe. Oui. Effectivement, seulement 1% de la richesse africaine est consacrée à l'innovation, et c'est extrêmement faible. Ce que je veux dire, c'est que l'Afrique innove, c'est pas ça la question, parce qu'on le voit dans tous les secteurs. Est-ce que c'est organisé? Exactement. Comment est-ce qu'on amène l'innovation à l'entreprise? Et ce pont n'existe pas. L'université, dans certains laboratoires, les gens font des recherches incroyables. Dans certains labos en Afrique. Mais personne ne le sait. Et le monde de l'entreprise ne le sait pas, ne le saura jamais, donc l'innovation se meurt. Donc si on recrée cette passerelle entre les centres de recherche qui existent, en d'autant plus de moyens, et le secteur privé, on peut tirer profit de l'innovation en Afrique. Deuxièmement, il faut incuber les inventeurs et les créateurs. Il y en a beaucoup. Et imaginez-vous que sur un continent de 54 pays, on a à peine une cinquantaine d'incubateurs. Donc on a des réponses concrètes, effectivement, pour stimuler et structurer l'innovation, parce qu'elle existe au quotidien. Moi, des Einstein en Afrique, j'en vois souvent. Très bien, merci. Merci, monsieur à côté. Oui, présentez-vous, s'il vous plaît. I'm Magdalene Keng. I'm representing the Public
Employment Service of Cameroon, the National Employment Fund. Okay, thank you. Yeah, thank you. It's true the panelists have talked elaborately on the importance of human capital for competitivity of African enterprises. But sometimes I have the impression that it's a subject that is treated generally as an aside. We do not give a lot more importance on this issue, which, as far as I'm concerned, I was expecting that the moderator was going to throw the question to the floor as he did to the panelists. And I was sure to say the first factor for me for any competitivity, it's human capital. I think we need to invest more on human capital. I think we need to take it out a little bit from legislation and government politics to try to see how it can stay within the hands of entrepreneurs. And because I expect, for instance, I know that there is a very strong academic institution that exists in Canada, if I'm not mistaken, called the Entrepreneurs du Bruxelles, exactly, which I think it's basically set up by businessmen. Yeah. And I think this is the kind of initiative that Africa needs in fora like this one. So entrepreneurship. Exactly. Okay. So the transfer of skills. Not only do we have to talk about investment and funding, I think we need to talk on South-South cooperation in the issue of skills transfer, which is extremely important. Okay, thank you. Yeah, sorry, Nathalie. If I may, on that one, I really believe that, like I said this morning when I had the opportunity to make a few remarks or ask a question, it's important that we also link our education system to our vision and our strategies. The beauty of Africa today is that there's just so much that is happening. We're starting to see a bit of structure at the government level. In fact, most African countries today have the so-called vision that 2030 or 2035 and so forth. But what has not happened and what I've not seen is that what skills do we need to have in place to make sure that we create the jobs that we say we are going to create. Okay. I mean, in South Africa, for instance, I know we have a strong shortage when it comes to engineers. Okay. Where are we going to get the next engineers? And when you talk of engineers, you're talking about specific skills. Yeah. Let's start at the primary level. How do we direct our kids to go and learn the STEM science, maths, and so and so. Yeah. So the debate is bigger than that, than just one angle. It has to be contextualized. Thank you. Yeah. Effectivement, il faut mettre plus de ressources dans l'éducation, mais il faut le mettre différemment. Okay. 80% des Africains sont formés dans les sciences sociales. Or, la demande du marché va vers les sciences techniques. Et 14 millions de jeunes qui arrivent sur le marché, 80% ne vont pas trouver d'emploi. Et ça rejoint ta première réception. Ça forme des chômeurs. Donc, plus de centres de formation professionnelle, les centres de métiers. Là, il faut mettre le paquet. Vous allez voir que même ceux qui ont des thèses, il faut les recycler simplement pour qu'ils trouvent un job. Mais 80% des sciences sociales ont développé un continent comme ça. Exactement. Il y a aussi, je me permets de poser une question quand même. La question de la monnaie. Monsieur Djibo va se fâcher. Hein. Excusez. Ouais, je vous reviens tout à l'heure. La question de la monnaie, le contrôle, quand on parle de compétitivité, le contrôle de la monnaie est un élément quand même non négligeable. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Le contrôle de la monnaie par les Africains, si je prends l'exemple du franc CFA, par les Africains et non pas par la France. Alors la question est posée d'abord à Monsieur Pierre, qui a une vision étatique des choses. Alors, merci. Oui, la question de la monnaie est importante. Je pense que tout à l'heure, Madame parlait d'un environnement macroéconomique stable. Allez-y. Macroéconomique stable. Et je pense que... On t'écoute. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Si. Ok. Voilà, donc je disais que la question de la monnaie est très importante. Ça, c'est vrai, parce que si vous n'avez pas un environnement stable, surtout en matière d'inflation, cela pose un problème réellement sur la compétitivité, quelque part. Mais le lien que vous faites, le contrôle de la monnaie,
que cela est déterminant? Je pense qu'il n'y a pas encore d'études peut-être qui démontrent que le franc CFA, ou en tout cas un autre pays qui a sa propre monnaie, que l'impact est aussi net que cela. On a une monnaie commune qui est arrivée à l'euro. Évidemment, ça a ses avantages et ses inconvénients. Sous certains angles, c'est favorable à la compétitivité. Peut-être sous d'autres, ça ne peut pas l'être. Mais je crois qu'il y a deux éléments extrêmement importants. C'est l'inflation faible qui est favorable à la compétitivité. Il y a également la question des devises avec la centralisation des réserves de change. Dans notre union, cela est également très favorable pour les entreprises parce qu'en matière d'acquisition de produits sur l'international, la contrainte des devises ne se pose pas de façon isolée. Et ça, c'est peut-être le facteur d'être ensemble qui a permis plus ou moins d'avoir ces accords-là. Maintenant, il y a des points faibles, naturellement, mais il n'y a pas encore quelque chose qui démontre que sortir de cela donnerait des résultats beaucoup plus importants. OK. Monsieur Akouete? Non, moi, je pense que c'est simplement donner un peu plus de flexibilité. Mais je crois qu'il y a des voies plus autorisées, comme celle de Babacar Ndiaye, qui pourront parler. Ce n'est pas un débat monétaire. Pas facile, hein. là. Oh, oui. Et simplement, je crois que le débat qui se pose, parce que c'est en l'occurrence vis-à-vis du franc CFA, Oui. c'est que c'est une monnaie de riches, entre guillemets. Donc ça, c'est une monnaie qui vous permet d'importer et pas de produire localement pour exporter. Voilà. Donc il faut simplement peut-être trouver aujourd'hui un moyen de créer. Il y avait le fameux serpent monétaire en Europe à l'époque. Et aujourd'hui, le débat, est-ce qu'au niveau du franc CFA, on se donne un peu plus de marge pour que ça fluctue vers la baisse, vers le haut, selon les économies et les politiques économiques. Mais rester dans un système de change fixe comme nous sommes actuellement avec une monnaie aussi forte qu'est le franc CFA n'est pas forcément favorable pour la selon compétitivité. les spécialistes à la compétitivité des pays du franc CFA. Mais si un pays veut exporter, il faut qu'il y ait un contrôle de sa monnaie. Oui, allez-y. Excusez. Oui, dernière question, s'il vous plaît. Oui. Okay. Monsieur Amenou, mon nom, c'est Gabriel Kuate, je viens du Nouveau-Brunswick. Monsieur Amenou, vous voulez poser une question? Il a une réponse. Ah, OK, il a plein de réponses. Allez-y, s'il vous plaît. Okay. Mon nom, c'est Gabriel Kuate, je viens du Nouveau-Brunswick, la compagnie Groupe Régional. OK. Excusez, ouais. C'est ça, ma question s'adresse à tous les panélistes. Vous avez beaucoup parlé du renforcement de la compétitivité des entreprises africaines. Je suis canadien, mais camerounais d'origine. Donc, moi, ma question, c'est aujourd'hui, la gouvernance en Afrique me paraît être un frein plus important que l'absence d'infrastructures et tout le reste. Moi, je vais m'expliquer. Un commerçant qui se déplace, je prends une ville très simple, de Bafoussam à Douala, le plus souvent doit perdre sa marchandise en chemin avant d'arriver à destination. Pourtant, les routes sont construites. Ces routes, le plus souvent, sont financées par la coopération canadienne, la coopération européenne et tout le reste. Mais le problème de gouvernance devient un frein important au développement de nos pays, en fait, des pays africains. Est-ce que le débat aujourd'hui, avant de parler de continuer à investir de l'argent dans l'infrastructure, et je précise, parfois cet argent est investi et l'infrastructure ne suit pas. On a parlé de l'aéroport tout à l'heure, je peux citer beaucoup d'autres cas. Nous pouvons en citer, je pense que chacun peut en citer. Est-ce que le problème de gouvernance ne devait pas être mis en avant aujourd'hui pour accompagner le développement de l'infrastructure et naturellement la formation des jeunes Africains? Très bien, merci beaucoup. On va passer la parole à M. Pierre, oui, s'il vous plaît. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense que dans ma présentation, le dernier élément portait sur gouvernance, paix et sécurité. Et c'est ça le troisième pilier, en fait, le troisième axe dans la stratégie de développement économique. Très bien. Je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement impossible de faire quelque chose sans la gouvernance parce que c'est une question de corruption, les entraves dans la circulation des biens et des personnes, c'est un vrai problème pour Exactement. Merci beaucoup. Merci. Madame. I couldn't agree more. It is a priority for most African countries. Il semble avoir une unanimité là, n'est-ce pas? Yeah. Est-ce que c'est oui pour vous? Est-ce que c'est oui pour vous? OK. Alors, sur ce, c'était malheureusement la dernière question. Alors, les panélistes sont disponibles durant le cocktail. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Alors, j'aimerais remercier les panélistes pour leur brillante présentation et puis les débats qui s'en sont suivis. J'aimerais remercier les participants, vous, et j'espère vous avoir donné l'envie
de continuer à faire vos recherches sur la compétitivité des entreprises africaines. Merci. Oui. Merci à tous pour votre présence. Merci à M. Komlan-Messi d'avoir modéré ce panel. Je vous avais promis qu'il serait piquant. Il l'a été, je pense, et très intéressant par ailleurs. Je remercie bien sûr les différents panélistes. Alors très rapidement, je vais simplement donc vous dire à demain et vous inviter à participer au cocktail qui est offert aujourd'hui par Afreximbank. Alors, je vais vous donner quelques informations à ce sujet. Pardonnez-moi, j'ai beaucoup de papier. Alors, c'est au foyer Drummond, donc je pense que c'est juste ici, le cocktail Afreximbank, aujourd'hui à partir de 18h30 jusqu'à 20h. Mais très rapidement, pour vous parler de la journée de demain, jeudi. Donc, vous serez attendus ici, bien sûr, au centre Sheraton. Et il y aura plusieurs panels intéressants, un peu plus courts demain. La journée, les forums et les panels sont un peu plus différents, mais ce sera toujours quand même très dynamique et ça va inviter à la conversation et il y aura beaucoup d'espace pour les questions également demain. Alors, il sera question de financement, il sera question d'énergie également, donc je vous invite vraiment à être présent dès demain. Alors, demain, la journée, le premier forum aura lieu à 8h50 et je vous invite à être là plus tôt puisqu'il y a un petit déjeuner qui est offert et que nous allons essayer d'être encore plus ponctuels qu'aujourd'hui. Alors, également demain, je vais vous rappeler la présence du ministre Philippe Couillard, le Premier ministre donc du Québec, qui sera présent au déjeuner conférence, qui sera très intéressant. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à demain. Merci beaucoup pour votre présence.